Ça YouTube, aujourd'hui, petite lecture d'un article de The Conversation qui s'intitule Édition Comment les textes de l'Antiquité sont-ils parvenus jusqu'à nous? Un article publié en décembre 2021 par Estelle de Bouy, docteur en études latines, professeur agrégé de lettres classiques de l'Université de Poitiers. Hop, donc un article paru dans The Conversation. Et la première illustration, vous savez, moi j'aime bien, en tant qu'historienne de l'art, voir comment on illustre un article. Et là, nous avons un rouleau imprimé, le Chronicarium. Donc, c'est-à-dire que j'imagine c'est la chronique des chroniques. C'est comme ça que je la traduirai en latin. Ça se trouve, je me plante, mais voilà, pour moi, ce sera ça. Paris, François Regnault et Jacques Fairbook. C'est trop mignon comme nom, Fairbook. Trouve pas? Moi, je trouve ça mignon. Pour Jean Ier Petit, en 1521, c'est du Vélin, 55 x 531 cm. Je pense qu'il manque une virgule. Je pense que c'est 55 x 53,1. Ça me semble plus. Wow, ça va, c'est un petit pot. BNF, donc Bibliothèque nationale de France, réserve des livres rares. Et Vélin, vous vous souvenez, enfin vous vous souvenez pas, hein, si vous débarquez, bienvenue à vous. Le Vélin est un matériau extrêmement précieux, notamment au Moyen-Âge et à la Renaissance pour les manuscrits, donc pour les ouvrages comme celui-ci fait à la main. Le vélin, c'est fait à partir de veau mort-né. C'est un parchemin fait à partir de cette peau d'un veau qui est mort-né. Et c'est vraiment très prestigieux, ça coûte très cher. Et c'est les meilleurs manuscrits. Enfin voilà, on le réserve vraiment pour les manuscrits prestigieux. Alors attends, j'ai vu une question de Clo-Clo. En tant que pompier volontaire, vous... Attends, parce que je vois mal sur le... Parce que comme c'est un écran blanc... Attends, j'arrive. Voilà, donc la formation chez pompier volontaire. Merci pour ton petit mot. Alors comment ça se passe, la formation? Donc avant de devenir... d'être sur le terrain, donc déjà tu as une étape de recrutement pour voir tes motivations, voir ton savoir-être et également tester tes aptitudes physiques. Hein. Donc il y a une séance de sport, il y a une épreuve physique qui te permet de dire est-ce que c'est bon ou pas, parce que on est amené à devoir utiliser la cardio et à devoir utiliser la force. Hein. Donc beaucoup de... Et une fois, si c'est bon, on passe en observation, la vie à la caserne, comment ça se passe. Et après, attention, ce que je vous dis, c'est par rapport à mon département et à ma caserne. Il y a d'autres casernes qui ont d'autres fonctionnements, parce qu'il y a d'autres casernes, notamment à Paris, c'est ce qu'on appelle la brigade, ce sont des militaires. Enfin, à Marseille, ce sont des militaires. C'est juste qu'ils relèvent du ministère on relève tous du ministère de l'Intérieur, mais eux, ils ont un côté plus militaire que les autres casernes. Hein. Enfin, ils sont militaires. Et une fois que tu es recruté, tu observes la caserne, comment ça se passe, et tu dois t'inscrire pour être formé. Et là, en fait, tu as plusieurs sections de formation au centre de... en général, c'est un centre de formation pompier. Et j'ai fait donc, pour le secourisme, j'ai eu 2 formations. Une d'une semaine et la deuxième de 2 semaines. Et après, tu es ce qu'on appelle en doublure. En gros, au lieu de partir à 3, l'ambulance, elle part à 4. C'est juste que toi, tu es sous... En gros, tu es sous l'observation. Tu pratiques les gestes. C'est juste que tu... Voilà, t'es en doublure. Enfin, on te regarde comment tu fais. Et à un moment donné, tu passes en titre. Voilà. C'est comme ça qu'on est formé. Et on est formé vraiment... c'est formation pompier. C'est pas formation type premier secours, Croix-Rouge ou autre. Hein. C'est... Parce que, en gros, les pompiers, ça va plus loin dans la formation premier secours. Notamment tout ce qui est brancardage et tout ça, manipulation des victimes traumatisées, on va plus loin. Donc, c'est pas le même référentiel, c'est ça que je veux dire. C'est Vélin pour l'autre. Elle est bonne. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe dans mon département. Et quand c'est militaire, c'est encore autre chose. C'est un autre fonctionnement en général. Et c'est plus drastique niveau aptitude physique. Hein. J'ai du marre. C'est dégueulasse. Secours. Attends, je bois un peu d'eau.
T'as mieux. Alors, notre petit vélin. Tuc. Beau manuscrit. Hein. Des petites vignettes. Je trouve ça tellement mignon. Les majuscules, là. Ici. Alors. Je regarde pour que vous puissiez bien lire. Voilà. Alors, à une époque où certains se demandent pourquoi il faut encore lire les textes de l'Antiquité, il ne me semble pas inutile de rappeler pourquoi il est encore possible de les lire. En effet, si rien ne s'interpose entre l'auteur contemporain et son livre, si le texte est celui que l'auteur a définitivement écrit, exception faite des fautes d'impression ou autres coquilles, des siècles séparent les éditions contemporaines du texte écrit par ces auteurs qui vivaient bien avant notre ère. Comment est-il donc possible de lire encore les textes de l'Antiquité aujourd'hui ? Donc, petite introduction. Mais qui ose se demander pourquoi il faut encore lire les textes ? Attends, je regarde vite fait, c'est quoi cet article ? Oh là là, oh non, attention, non, au secours, non. Je vais pas regarder, je vais pas vous montrer. Non, c'est pour vous montrer. Alors, vite fait, en fait, elle fait référence à la vilaine culture woke qui avait chassé le grec et le latin des universités américaines. Ah là là, terrible. Enquête, l'université de Princeton a décidé que le grec et le latin ne seraient plus obligatoires en lettres classiques. Raison, la pression du courant woke, réduisant la culture antique à une société esclavagiste et raciste. Une dérive dangereuse qui pourrait gagner la France, où l'enseignement classique ne cesse d'être fragilisé. Au secours ! On nous vole notre culture. Bref, pardon. Bon. Après, c'est humoristique. Hein. Non, enfin, c'est humoristique, pardon. L'autrice, justement, Titi, bon, on a une époque où certains se demandent, tu sors le quand même, voilà. La France est en danger, ouais, c'est ça. C'est complètement ça. Un changement de taille. Le premier événement majeur pour la transmission des textes de l'Antiquité se produit entre le 2e et le 4e siècle de notre ère. Le rouleau est abandonné au profit du codex, livre qui a à peu près l'apparence qu'on les connaît aujourd'hui. Il est beaucoup moins volumineux que le rouleau, donc plus facile à manipuler. Donc effectivement, les manuscrits, en fait, l'appellation manuscrit, c'est vrai qu'on l'utilise souvent pour parler du livre, de l'ouvrage. Hein. Ça, c'est une habitude un peu d'historien de l'art, alors que finalement, un texte manuscrit, tu comprends, enfin, c'est un texte écrit à la main. Mais évidemment, avant le livre, on a eu d'autres supports. Et l'utilisation du parchemin, c'était notamment pour éviter l'utilisation du papyrus qui coûte très cher. En fait, il y a un commerce, c'est carrément, c'est un mot que j'aime bien utiliser, mais là, c'est un bon business qui, dans certains cas, qui devient un petit peu compliqué, surtout que à un moment donné, l'importation de papyrus, alors soit ça coûte trop cher, soit c'est un petit peu galère de l'importation, notamment avec tout ce qui est chute de l'Empire romain qui contrôlait l'Égypte à ce moment-là. Et puis petit à petit, on s'est dit tiens, on va trouver nos propres moyens de faire du parchemin. Donc on est passé, là c'est ce qui est évoqué, tout ce qui était rouleau, et au profit d'un codex. Alors codex, exactement, pour moi le codex c'est le livre, mais je vois, est-ce qu'il y a quelque chose de plus précis? Pour cela, on va sur le site du CNRTL, qui est un dictionnaire que je trouve très pratique. Et bien voilà, le codex, c'est justement, c'est le manuscrit. C'est le manuscrit qui est un assemblage de feuilles de parchemin de forme semblable à nos livres actuels, par opposition au rouleau de papyrus. Voilà. Donc d'ailleurs j'ai pas dit, mais le rouleau de papyrus, c'est le volumen. Enfin tu vois et c'est ça qui est rigolo, c'est tu vois t'as le mot volume, parce que nous on parle de livre, on parle de tel ou tel volume, mais à l'origine le rouleau, on parle de volumen. Et le codex, c'est le manuscrit. En gros, c'est le livre. Voilà. Si tu as besoin d'un nom commun qu'on utilise beaucoup, voilà. Toi, la chef d'entreprise, tu n'aimes pas le mot business? Si, justement, c'est ce que j'ai dit, j'aime bien l'utiliser, ce mot. Enfin, parce que, bon,
dans un langage académique, il faut utiliser vraiment ce côté, ces termes commerce, etc. Mais là, on est entre nous, donc on peut parler, c'est un business florissant, le papyrus, dans le monde méditerranéen. Donc beaucoup moins volumineux que le rouleau. Vers quoi ça nous renvoie, ça? Ah bah tiens, c'est le... Ah d'accord, donc du coup, là, ce qu'on a vu là-haut, c'est un volumen. Oui, pardon, j'ai... Sabine... Alors, Sabine, pas de mémoire, tu te souviens? Mais bien voilà. Sabine, pas de mémoire. On a lu plutôt le terme de rouleau imprimé. Et j'avais oublié, et voilà, j'ai oublié. Donc ça, c'est un rouleau, donc un volumen, qui est pour le coup imprimé... qui est manuscrit sur du vélin. Donc tu as cette transition rouleau qui était surtout sur papyrus. Là, hop, on fait un volumen. Donc, un volumen sur parchemin, donc de la peau, du vélin. Là, en l'occurrence, du vélin, donc de la peau de veau mort-né. Et là, du coup, c'est pas un codex, c'est un rouleau. Alors, et c'est celui-ci là. Donc on voit bien là, on voit le rouleau ici. Attends, on peut peut-être, hop. Ah super, attends, plutôt comme ça. Voilà, c'est mieux. Je vais surtout vous montrer cette partie-là. Mais, est-ce que vous voyez pas, je suis devant. Moi. Attends, si on fait moins. Voilà, vous voyez peut-être mieux là. Ouais, même pas sûr. Donc tu vois, tu déroules et tu vois qu'il y a les feuilles sont collées, en fait, enfin les folios, on va plutôt dire les folios, sont collés et ensuite c'est roulé. Une sorte de cigarette intellectuelle que tu ne fumes pas. Les comparaisons de Sabine, bonjour. Oui. Ça va tout bien. Attends, le texte là. Alors, le rouleau, qui a été la forme normale du livre de l'Antiquité, se perpétua dans l'Occident médiéval pour des usages déterminés. Textes de procédure, documents administratifs, rouleau des morts, chroniques, généalogie ou textes à usage liturgique, avec changement dans le sens de l'écriture cependant. Il persista ensuite dans quelques cas après l'apparition de l'imprimé, notamment pour des exemplaires précieux liés à la commémoration ou à l'histoire officielle, comme cette chronique des chroniques. Ça va, j'avais bien traduit au moins, c'est cool. Parce que là-haut j'avais lu Chronica Chronicarum, je vous ai dit ça veut dire chronique des chroniques, sans doute en latin. Bref, en 2 rouleaux, respectivement de 15 et 17 feuillets collés les uns aux autres, à lecture horizontale. Le support utilisé, le vélin, se maintint dans les mêmes conditions. Ces rouleaux constituent les 2 parties d'une chronique universelle retraçant l'histoire du monde. Le premier va de la création jusqu'à la naissance du Christ et se divise en 5 âges. 2242 ans de la création au déluge, 942 ans du déluge à Abraham, 941 d'Abraham à David, 485 de David à la captivité des Juifs, 589 jusqu'à l'incarnation. Le second, qui court de la naissance du Christ à 1521, date d'impression de l'ouvrage. Donc celui-là, il est vraiment imprimé alors. Donc celui-là, en plus je vous dis tout à l'heure, là, celui-là c'est un imprimé. Donc tout à l'heure c'est-à-dire que tout à l'heure, quand j'ai fait imprimer, oh non mon dieu machin, en fait j'avais raison. En fait c'est un imprimé. C'est juste que les illustrations sont faites à la main. Elles sont Et voilà, incroyable. Retrace sur 4 registres superposés l'histoire des papes, empereurs, rois de France, d'Angleterre et de Jérusalem, des ducs de Normandie et de Brabant, ainsi que des comtes de Flandre et de Hainaut. La présentation de ces rouleaux sur vélin est encore très proche de celle du manuscrit, dont ils reproduisent l'aspect matériel, même forme des caractères, disposition en colonne, encadrement évoquant la décoration des manuscrits, lettres colorées, pieds de mouche typographiques, sans compter les nombreuses miniatures et bulles généalogiques illustrant le texte. Quant aux traces qui se trouvent en haut et en bas des rouleaux, elles font penser que ceux-ci devaient être suspendus. C'est imprimé sur du vélin. Apparemment, franchement, j'en ai rarement, je sais même pas si j'en avais déjà vu, pour dire. Là, je suis face au truc le plus étonnant
dans ce que j'ai vu, attention, hein, voilà, dans ce que j'ai vu en tant qu'historienne de l'art, notamment par rapport à mes cours et tout, j'avais jamais vu ça. Enfin, du coup, je suis impressionnée. Et tu vois, c'est ça en fait. Chaque feuille va être imprimée. Ensuite, elles sont collées. Bon, elles sont d'abord décorées aussi. Hein. Tu vois, t'as tous ces aimants-là, c'est du décor à la main. Hein. Quoique, il y a des... Non, remarque. C'est pas impossible que ce soit imprimé aussi. Hein. Surtout vu le tracé, tu vois. Attends, je sais pas si on peut voir plus. Non. Parce que t'as un tracé assez... Là, je sais pas. Franchement, je sais pas si les motifs sont... Parce qu'en fait, je me dis que ça se trouve, c'est imprimé aussi, tu vois, c'est à cause des sortes de petites bulles, là, les bulles généalogiques. Tu vois, je me dis qu'en fait, tout est imprimé. Et après, c'est relevé de couleurs à la main. Pareil, tu vois, la bande là-haut. Ouais, si, ça doit être imprimé aussi, le motif, le décor. Et ben, tu vois, il m'a bien induit en erreur, celui-là. Du coup, ça date de quand? Ça date de 1521, donc c'est un manuscrit de la Renaissance. Ouais, non, il est étonnant. Mais c'est, enfin, ouais, je trouve vraiment étonnant ce format-là. Et ben, je suis contente, j'ai vu un truc que j'avais jamais... Franchement, j'avais jamais vu. Le banquet de Platon devait tenir sur un rouleau de 7 mètres. Énorme! 7 mètres, t'imagines? Parce que oui, alors attention, dans les musées, là c'est quand, par exemple, quand tu vas au musée, c'est guillemets, des fois ils exposent, ou quand tu vas dans une exposition, les rouleaux sont déroulés pour te montrer la totalité du rouleau. Mais ça veut pas dire, bon là, peut-être qu'il était ouvert complètement parce qu'il y avait de quoi le suspendre. Là, celui qu'on a vu plus haut, hein, il a été indiqué qu'il y avait de quoi le suspendre. Donc soit on pouvait le dérouler complètement pour le suspendre et pouvoir le... Voilà. Soit, en tout cas en Orient, c'est comme ça que c'est très très utilisé. Tu déroules et tu renroules en même temps. Tu vois, il y a un geste assez précis à faire pour apprécier le rouleau. Je me dis qu'en Occident, c'est pareil parce qu'il y a aussi le côté pratique. Parce que sinon, tu déroules, si t'as un truc qui fait 7 mètres, c'est chiant, quoi. Donc, à moins que sauf si c'est suspendu, encore une fois. Mais quand tu vois, c'est comme quand tu tournes une page. Là, tu déroules et tu renroules voilà, tu vois, tu fais ce geste. Ouais. Alors... donc, le banquet de Platon, rouleau de 7 mètres, et pouvait contenir davantage de textes. Voici ce qu'écrit à ce sujet le poète Martial dans ses épigrammes. Toi qui souhaites avoir partout avec toi mes petits livres et qui les veux comme compagnons... Bah, vas-y, toi, chou dans le micro. Pour un long voyage, achète ceux que le parchemin condensé en de courtes pages. Réserve ta bibliothèque aux gros livres, moi je tiens dans une seule main. Et c'est un livre de poche. Ah non mais c'est rigolo. T'imagines ton sac à dos rempli de volumens, ça tient. Eux, ils ont une autre alternative au livre de poche. C'est le rouleau. C'est beau, hein? Moi, je trouve c'est classe. Mais le passage d'un support à l'autre signifie qu'il fallut transcrire toute la littérature. Bah oui. C'est au final, tu vois, la discussion qu'on a eue avec... moi, petite les choux de chaton. Avec Lee Coy sur Wikipédia, c'est la même, en fait. On a eu, pour le projet Wikipédia, le besoin, pour notamment Wikisource, de mettre les ouvrages, de les transformer numériquement. Et bien là, c'est un peu la même chose. Tu vois, il y a tu as eu besoin, il y a eu des besoins, voilà, notamment, mais t'as fini, toi, hein? Il y a eu un besoin de passer d'un support à un autre, pour différentes raisons. Donc transcrire et parfois traduire aussi, hein, parce qu'on a des textes qui sont en grec, en latin, et puis on a besoin de les passer en vieux français, pour traduire, quoi. Et ça renvoie à quoi cet article? Dans l'expo. Ah bah tiens, voilà, justement là,
Saint-Marc copiant un rouleau dans un codex. Ah oui, on peut pas zoomer, c'est chiant. Oui, voilà, là tu vois, il est en train effectivement de partir d'un... Pour moi, il part du volumen. Enfin, le volumen est mis et transcrit dans le codex, donc dans le livre. Ce fut le premier filtre par lequel les textes classiques durent passer. C'est entre le 9e et le 10e siècle, donc entre les années 800, je vais y arriver, 800-900, donc c'est-à-dire ça correspond en Occident et sur le territoire français au règne de Charlemagne. Charlemagne et Charles le Chauve, son petit-fils notamment. Entre le 9e et le 10e siècle, on trouve le deuxième filtre majeur par lequel la littérature classique est passée. Il s'agit de la translittération, c'est-à-dire le passage de l'onciale, graphie créée à partir de la majuscule, à la minuscule. Donc en gros, attends, est-ce qu'on voit là? Bah non, là forcément c'est... est-ce que... attends, non là, attends, je vais essayer de te montrer. Peut-être avec... Ah, je pense à celui-là. Le livre de Kels pour te montrer. Est-ce qu'on a des pages? Non, et encore non, c'est une petite écriture là. Enfin, c'est des minuscules. Je pensais en fait à des manuscrits où on écrit en capital, si ça peut te donner une idée. On va avoir vraiment ce passage parce que l'écriture en capital, qui est très belle et très longue, et il va y avoir cette transition, notamment sous le règne entre autres de Charlemagne et de ses suiveurs, à une écriture plus fluide, plus simple, et notamment tu as ce qu'on appelle la minuscule caroline, qui a été mise en place notamment sous le règne de Charlemagne, parce que Caroline, ça vient de Carolus en latin, et Carolus, c'est le nom latin de Charlemagne. Voilà. En fait, Charlemagne, on dit Charlemagne, mais son nom, c'était Carolus Magnus. Voilà. Donc, beaucoup de références au latin, quoi. L'onciale, même si elle était d'un excellent effet, était si grande qu'une page ne pouvait contenir que peu de texte. Ah oui, en plus il y a le côté économique, parce que de nouveau, le vélin ça coûte très cher, le parchemin ça coûte cher, donc voilà, on soucie de place. Quand la matière première se fit plus rare, on adopta pour le livre l'écriture utilisée pour les lettres, documents, rapports, à savoir la minuscule qui présentait, en outre, l'avantage de pouvoir être écrite très vite, contrairement à l'onciale longue à tracer. Voilà. Mais du coup, il y a peut-être de petites erreurs de traduction ou de transcription qui sont transmises, puis peut-être aggravées lors d'autres changements, mais bon, j'imagine que c'est des éléments pris en compte par des spécialistes. Tout à fait. Oui, tout à fait. Le changement de support, effectivement, et même pas que le changement de support, le fait qu'un même texte, notamment, prenons un texte antique, deux personnes qui vont le traduire différemment. Surtout si c'est un texte en latin ou autre. Déjà, il y a la traduction, parce qu'il n'y a pas de traduction, on va dire, standardisée. On est toujours dans ce que l'un va interpréter et l'autre va aussi interpréter. Et en plus, comme tu dis, il va y avoir, dans certains cas, donc ce qu'on pourrait appeler des typos, c'est-à-dire la manière de recopier où il va y avoir un petit problème dans la manière de retranscrire. Et surtout que la majorité des personnes qui s'occupent de faire ça à cette époque, ce sont les moines. Okay, et les moines, ce qu'on appelle les moines copistes, ce sont des gens qui... en fait, ce ne sont pas tous des gens qui savent lire. Tu vois, on leur donne un texte, ils doivent le recopier. Ça ne veut pas dire qu'ils arrivent à le lire. Pour eux, finalement, le texte, c'est comme un dessin, c'est comme de la... Ouais, tu vois, un motif artistique à reproduire. Donc, t'en as... Ou alors, ils savent lire, mais
il y a certains textes, c'était quand même assez balèze quand même. Et donc ça arrivait, on a retrouvé effectivement des typos, ou parce que la personne ne savait pas trop ce qu'elle faisait, donc elle a recopié, mais à un moment donné, elle s'est trompée, et puis de toute manière, ça arrive de se tromper, même quand tu sais bien lire. Voilà, je dis pas que la personne qui ne sait pas lire forcément fait des fautes, même la personne qui sait lire fait des fautes. Ça arrive parce qu'en plus c'est un travail qui est long, qui est fastidieux, recopier un texte complet à cette époque en manuscrit, ça prend un temps fou, quoi. Ça prend des mois, voire même des années, en fait, en fonction de la taille du texte, de comment il est enrichi de motifs, etc. Oui, il y a toujours des typos. Et même les textes imprimés, suffit que, quand ils placent les lettres dans la presse, c'est la même problématique. Quelqu'un qui ne sait pas lire ou qui doit aller trop vite, il fait des erreurs, ça arrive, c'est hyper humain, quoi. Tu vois, il est en train de discuter, ouais, Robert, oui, quoi, ouais, ok, et puis il écrit, il se plante de lettres, ça arrive. Mais effectivement, les spécialistes le prennent en compte. Par contre, je trouve qu'ils l'ont pris en compte assez tardivement. Je me rappelle en avoir discuté avec des profs quand je faisais mes études. En gros, au début, ils essayaient d'interpréter. Oui, là, peut-être qu'ils voulaient dire que... Alors qu'à un moment donné, on s'est juste dit, non mais attendez, c'est des êtres humains qui, comme d'autres êtres humains, peuvent juste faire une petite erreur, une petite typo, ça arrive à tout le monde. Donc voilà, le fait de relativiser et de pas toujours chercher un truc symbolique dans ce que font les gens, notamment dans l'art. De plus dire, tiens, c'est... non, finalement, ce sont des gens qui peuvent faire des petites coquilles, quoi, ça arrive. Alors, cette dernière, donc on était sur l'oncial, donc l'oncial qui est cette manière d'écrire, hop là, majuscule, ça va faire simple. Cette dernière fut progressivement abandonnée et à la fin du Xe siècle, elle n'était plus utilisée que pour des ouvrages liturgiques particuliers ou pour le début des livres ou des chapitres. Alors, ouvrages liturgiques particuliers, en gros, c'est des ouvrages qui sont utilisés pour le rituel catholique, pour la messe ou autre. Et livres et chapitres, en gros, l'introduction. Tu vois, les premières pages qui doivent, on va dire, en imposer. Et après, non, on écrit plus simple. Putain, j'ai un truc qui me... Faut que je boive encore. Alors. En translittérant, le copiste faisait parfois des erreurs. Voilà, c'est ce qu'on disait justement plus tôt. Et, en de nombreux endroits, on trouve dans tous les manuscrits existants les mêmes fautes qui semblent provenir d'une source unique. On admet donc qu'on ne faisait qu'une translittération d'un livre en oncial, mis ensuite au rencard, de sorte que les témoins en minuscule devenaient la source de toutes les autres copies. Ah oui, en plus, t'as ça. Tu vois, le fait que... par rapport aux différentes traductions, si t'es en latin ou autre, et en plus t'as les translittérations, donc le fait de passer justement de cette majuscule à la minuscule, et bien comme il n'y avait qu'un seul référent, et bien il se plantait. C'est terrible. La transmission de certains textes ne tient qu'à un fil. Si certains auteurs étaient si solidement ancrés dans la tradition littéraire et scolaire que leur survie ne faisait plus aucun doute, c'est le cas notamment de Virgile, Horace, Juvénal, Cicéron, Salluste, Pline l'Ancien, etc. D'autres, au contraire, ne nous sont parvenus que de façon extraordinaire. C'est le cas par exemple du manuscrit du 5e siècle, de la 5e décade de l'historien latin Tite-Live, qui parvint jusqu'au 16e siècle sans avoir même été copié. Alors, attends. Donc là, justement, l'idée, c'est de montrer qu'il y a les cas ordinaires, dans le sens où il y a beaucoup de transmission. Donc, il n'y a pas une grosse problématique. Mais par contre, la problématique, ou pour voir justement les erreurs, les typos, c'est quand tu n'as qu'un seul. Un seul exemple. Et là, attends, le manuscrit du 5e siècle, de la 5e décade de l'historien Tite-Live, et donc il a été qui parvient jusqu'au XVIe siècle sans avoir même été copié. Donc elle met en lien un article de 86
Réflexion sur le manuscrit unique ou un aspect du hasard en histoire. Ouais, donc ça, voilà, là c'est un cas vraiment hallucinant. Enfin, vraiment rare, unique. Enfin, il n'y a pas, voilà. Où tu as un ouvrage qu'on a qu'une fois, quoi. Ça, c'est impressionnant, je trouve. Au XIIIe siècle, le patrimoine classique connaît de nouvelles avanies. On abandonne la fréquentation des anciens pour des manuels plus pratiques qui n'en conservent que des extraits ou des exemplats. Puis, avec la chute de Constantinople, la tradition philologique passe aux mains des humanistes italiens. Alors, rien que ce terme avanie... Bon, avanie, c'est un peu comme les avaries, tu vois, mais je voudrais voir précisément... Affront public. Non. Vexation que tu... Ouais, je pensais ça. Un affront public. Hey, coucou Dassaju. Merci, bienvenue à vous. Bienvenue, merci pour le raid. Bienvenue à vous, vous faisiez quoi de beau? Mais boire de l'eau. Donc merci beaucoup Dassaju. Qu'est-ce que vous faisiez beau? Donc Dassaju, un streamer extraordinaire. Dassaju, grâce à qui j'ai découvert PocScience. Et Collectif Conscience d'ailleurs. Donc PocScience, vous avez le lien du Discord si vous faites la commande POG. PocScience qui est une communauté de streamers qui a pour ambition de transmettre la culture scientifique. Et Dassaju, apparemment, donc alors, on terraformait une planète et constatait que l'eau fond à 5 microkelvin. D'accord. Eh bien, bienvenue à vous. Ça me fait très plaisir. Bienvenue à vous. Et nous, alors, de notre côté, donc nous sommes en train de lire un article qui... Attendez, je suis vraiment pour vous montrer. Parce que moi, je suis historienne de l'art. Vous avez la commande Sabine, si vous voulez en lire un petit peu plus sur qui je suis. Mais je suis historienne de l'art. Voilà. Donc la base, c'est que je suis historienne de l'art. Et je fais des lives culturels. Je fais un petit peu de gaming, mais niveau culture, je propose notamment des visites d'expos virtuelles, des sessions en musée. On était jeudi matin au musée Picasso. On a interviewé d'ailleurs la petite fille de l'artiste. On fait visite d'expos virtuelles. Parfois on les crée nous-mêmes, les expos virtuelles. Et là nous sommes en train de lire un article sur la transmission des textes antiques. Voilà. Je dois m'en faire à très vite. À bientôt Dassaju, merci encore. Blague à part, Planet Crafter est sympa comme Early Access, très prometteur. Ok, bah écoute, tant mieux. Et merci pour le raid. Oh la vache. Je suis désolée, j'ai un truc qui me gratte dans la gorge là. J'ai pas un chat, mais... Non, le chat il dort sur moi là. Nous revenons sur nos avanies. Alors, donc, au XIIIe siècle, le patrimoine classique connaît de nouvelles avanies. On abandonne la fréquentation des anciens pour des manuels plus pratiques qui n'en conservent que des extraits ou des exemplats. Puis avec la chute de Constantinople, la tradition philologique passe aux mains des humanistes italiens. On avait regardé Avani, et en gros voilà, on lit moins les textes de la culture classique, notamment les textes de Tite-Live, Virgile, etc. Et on va plutôt s'intéresser à notamment des manuels pour s'occuper notamment de la santé, l'histoire aussi, et ce qu'on appelle alors pour moi, ce que je me souviens des exemples-là, c'est les grands exemples, tu vois, enfin, c'est l'histoire notamment des grands personnages, les saints, les rois, etc. On va vérifier, mais pour moi, normalement, c'était ça. Oula. Le texte est là-haut, je vais vous le lire. Alors, l'exemplum est un récit, une historiette ou une fable donnée comme véridique et destinée à être insérée dans un discours, en général un sermon, pour convaincre un auditoire par une leçon salutaire qui avait la valeur d'exemple. Mais pour moi, il y avait aussi des... Attends.
au XIIe, XIIIe siècle, sous la forme de l'emploi d'exemplaires, prédication, gna 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 gna. Les premières compilations. Ok, pour moi, il y avait aussi à chaque fois, enfin, à travers l'histoire de quelqu'un. Ça servait un petit peu effectivement de. Ouais, de sermon. Voilà, ça servait de sermon. Tradition philologique. Ah oui, alors ça, pareil. Tout ce qui est. Attends, on va aller hop, hop. Oui, avec relatif. Oui, j'aurais dû mettre tout de suite philologie, ça aurait été plus simple. Alors, la philologie, étude tant en ce qui concerne le contenu que l'expression de documents surtout écrits. Sabine apprend à ne pas faire des liaisons débiles. Surtout écrits utilisant telle ou telle langue. Oui, là, je préfère en dessous. Étude des mots, des documents et de tous les contenus de civilisation impliqués. Ok, étude scientifique d'une langue quant à son matériel formel et son économie. Ok, donc, ok. Discipline qui vise à rechercher, à conserver et à interpréter les documents. Généralement écrits, plus souvent littéraires, rédigés dans une langue donnée et dont la tâche essentielle est d'établir une édition critique du texte. Ok. Voilà, donc en gros, c'est ce qu'on disait plus tôt finalement avec les coquilles et tout ça. Qu'à un moment, je te disais qu'ils étaient un petit peu il y a longtemps, dans une mouvance, ouais, symbolique, machin. Non, enfin voilà. Et donc en gros, les personnes qui vont étudier ces textes-là pour voir justement comment ils ont évolué, etc. Comment les interpréter, eh bien, ce sont les philologues. Amis et lixophiles... Et les autres, bien le bonjour, et bien évidemment le meilleur pour la fin, mes hommages, Docteur Ma, merci beaucoup, merci beaucoup. Comment ça va? Comment vas-tu? C'est l'époque de la redécouverte de la culture classique. L'érudit de la fin de la Renaissance avait accès à presque autant d'œuvres grecques et latines que nous aujourd'hui. Les traductions du grec en latin et du grec du latin vers les langues nationales avait mis une bonne partie de la littérature antique à portée du grand public. Attends, du coup... Ah oui, d'accord. Ok, parce que je croyais qu'on était au XIIIe siècle et tout. Voilà, donc XIIIe siècle, on met de côté les textes antiques. À la Renaissance, ils reviennent sur le devant de la scène. Et ils sont même très bien diffusés. Donc par contre, portée du grand public, il faut relativiser. Il ne faut pas non plus imaginer que tout le monde a accès à ça. Voilà. Depuis la fin du XVIIe siècle, rares sont les découvertes d'un texte ancien inconnu. Néanmoins, au XIXe siècle, une nouvelle série de découvertes s'amorça quand on comprit que des textes classiques étaient encore dissimulés dans l'écriture inférieure des palimpsestes. Du grec palin, qui veut dire de nouveau, et psao, gratter, ce terme désigne ce qu'on gratte pour écrire de nouveau. Ce sont donc des manuscrits dont l'original a été lavé pour faire place à une œuvre plus demandée. On découvrit ainsi sous le commentaire de saint Augustin sur les psaumes le De Republica de Cicéron qu'on croyait définitivement perdu. Ça, je trouve ça assez... Donc là, c'en est un, non? Ouais, cool. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc en gros, comme un parchemin... En plus, il y a de l'oncial. C'est de l'oncial, là? Voilà. Et bien là, justement, on a un exemple d'oncial. Donc, oncial, pour les personnes qui arrivent, c'est en fait une écriture qui était très en vogue à la fin de l'Antiquité, au début du Moyen-Âge. En gros, c'est comme si tu écrivais en capitale. Cet oncial a été remplacé par notre écriture minuscule, et encore remplacée, elle existait déjà avant, c'est juste que là, on va vraiment la systématiser, parce que l'oncial, donc cette écriture majuscule, elle prend du temps, elle prend de la place, c'est relou. Et là, tu le vois parfaitement. Tu vois, là, on voit qu'en dessous, le texte, c'est de l'oncial, qui prend beaucoup plus de place qu'un autre, et qui a été remplacé par de la minuscule. Et c'est rigolo, donc là, on a un palimpseste, c'est-à-dire que ça a été gratté. Et je trouve ça excellent. Un parchemin, ça permet vraiment, c'est tellement épais, ça peut être très épais.
Enfin, très, je relativise, attention, mais c'est pas non plus des centimètres. Hein. Mais pour dire à quel point il faut que ce soit... C'est léger, en fait, mais toi, ça suffit pour réécrire dessus. Donc, en gros, là, on a un texte qui a été gratté pour récupérer le parchemin pour réécrire dessus. En gros, une sorte de Tipex, tu vois, pour... Enfin, du blanco. Voilà. Salut, Vinvin. Ah, c'est chouette de voir ça. Ouais, tu vois, là, c'est gratté, tu vois bien. Donc, ils ont redécouvert que en dessous, on avait un texte qu'on pensait perdu. Et c'est... Voilà. Ah, les petits malins, quoi. Ils grattaient les manuscrits, quoi. Bravo. Alors bonjour, ça il me semble à partir de cette période où il y a pas mal d'erreurs de traduction de texte quand il fallait passer du grec au latin, soit parce qu'on traduisait comme le grec d'époque à la place du grec ancien antique, ce qui a amené parfois des réinterprétations. Oui, tout à fait, on l'évoquait un peu plus tôt. Effectivement, il y a le côté, enfin il y a l'aspect de problème de traduction. On a vu aussi qu'il y avait un problème de translittération, c'est-à-dire justement pour passer de l'oncial, donc de cette écriture majuscule à une écriture plus petite, apparemment, selon les spécialistes, il n'y avait qu'un seul texte de référence. Donc tu avais des textes qui étaient faits en oncial et qui ont été en fait translittérés en petite écriture. Et parfois, ça arrivait d'avoir des typos dans ces textes-là. Et bien du coup, comme il n'y avait qu'un seul texte faisant la référence de la traduction, et ben tous les autres avaient cette faute-là. On a aussi évoqué le fait que parfois on fait des erreurs, ça arrive en traduisant, et on recopie les mêmes erreurs. Et en plus, comme beaucoup de personnes qui se faisaient, notamment les moines copistes, qui faisaient les manuscrits, et bien certains ne savaient pas lire, ou tout simplement la fatigue ou autre implique qu'on fasse des typos, ça arrive. Hein. Rien que quand tu vois parfois les tweets aujourd'hui, il y a plein de gens qui font des typos, des fautes, et voilà, ça arrive. Les moines photocopistes, je te jure. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Il y en a, ils savaient pas du tout ce qu'ils disaient, hein. Ils comprenaient pas. D'autres, oui, mais le moine copiste, c'est quasiment un artiste, en fait. Hein. Il doit recréer les lettres, mais parfois il comprend pas ce qu'il lit. Hein. Mais il pouvait gratter parce que la matière du parchemin faisait que l'encre ne pénétrait pas, ou l'encre n'était pas assez, pénétrante. Alors, le parchemin est travaillé. Il a une surface qui est polie. Et, en fait, quand tu touches du parchemin, tu sens qu'il y a un côté un peu glacé. Enfin, glacé, ouais, je sais pas comment te... Quand tu touches vraiment un parchemin, tu sens qu'effectivement, quand tu écris dessus, il y a l'encre tient, mais effectivement, elle va pas se diffuser à l'intérieur, comme par exemple sur un papier buvard, tu vois. Et en plus, le parchemin étant assez épais, tu peux gratter. Tu vois, bon, la comparaison est un peu chelou, mais tu as eu des arnaques pour des personnes notamment qui grattaient notamment les noms sur les chèques, tu vois. Il y a des gens qui retiraient le nom à qui était destiné un chèque, et c'était possible sur certains chèques de pouvoir gratter le nom et de réécrire par-dessus. Alors un parchemin, ça arrive, tu grattes un petit peu et tu réécris par-dessus. Un peu comme un tableau blanc, ça glisse. Oui, voilà, je trouve qu'il y a un côté un peu... En fait, c'est poli avec une petite... Alors, il y a plusieurs manières de préparer un parchemin, hein, mais j'ai déjà vu des personnes qui faisaient un polissage avec une pierre, d'autres avec une sorte de petit enduit. Enfin, il y a plusieurs moyens, puis en plus, ça dépend des époques et des lieux où tu le fais. Hein. Donc, ouais, tu peux... si t'as... tu vois, un truc tout bête, là, déjà à côté de moi, j'ai des cartes de visite. Tu vois, si tu grattes, c'est assez épais, hein. Tu vois, c'est pas des feuilles d'imprimante hyper fines, hein. C'est des feuilles un petit peu, pas cartonnées, mais tout petit peu rigides. Un tout petit peu, voilà, c'est quand même souple, mais bon. Des copies médiévales aux éditions imprimées d'aujourd'hui. Comment passe-t-on des textes copiés et recopiés dans les... Je vais la refaire. Excuse-moi. Comment passe-t-on des textes copiés et recopiés dans des manuscrits par les savants du Moyen-Âge ? Attention, ils n'étaient pas tous savants.
et de la Renaissance aux textes qui se trouvent sur les rayons de nos bibliothèques. C'est là qu'intervient le travail de l'éditeur. Éditer, c'est retrouver une tradition, c'est essayer de remonter de nos documents à l'original dont on est séparé par des intermédiaires plus ou moins nombreux, parfois perdus ou fragmentaires. Cette attitude scientifique. En général, quand tu fais un article scientifique, tu fais pas ça. Enfin, après, ça dépend peut-être des... Enfin, je sais que moi, dès que je faisais ça, quand je faisais, ouais, voilà, mon directeur de thèse, il fait non, vous me retirez ça. Attendez, je vais éternuer. Non, c'est bon. Il disait, vous retirez ça parce qu'en gros, quand vous mettez des guillemets pour minimiser un mot, en gros, vous vous autocitez, quoi. Donc, sous-entendu, c'est de la merde, vous me retirez ça. Il me disait, si vous n'êtes pas capable de trouver un mot pour expliquer ça, c'est qu'il y a un problème. Parce que c'est ça, en fait, quand tu veux voilà, c'est que tu veux minimiser, il faut juste que tu trouves un terme qui correspond. Donc là, voilà, moi j'ai gardé cette habitude je dis toujours à mes étudiants, non, mettez pas de guillemets, en gros, vous vous citez là, c'est pas, voilà, j'étais sur le traumatisme en moi. Tiens, d'ailleurs, il y a encore des parchemineurs, oui, c'est pas français, de nos genres. Oui, ça, il y en a encore, alors, attends, où est-ce qu'il est ? Il y en a plus beaucoup, hein. Parce que tu as une très grosse production industrielle de parchemin. Attends, je mets juste rapidement parchemin. Je vais le mettre dans le... Alors, attendez. L'artisanat. Dans l'Ardèche. À Nonay. Voilà. Tu as une très grosse production de... Non, je voudrais pouvoir... Hop, je vais pas vous le montrer, mais je vais vous mettre le lien. Mais... Non, c'est bon, ça lit pas. Je vous mets le lien. Ça vous permet de voir la production de parchemin à l'ancienne. Et c'est effectivement, c'est l'un des derniers... comment on dit le... Parchemin... C'est un nom... Je ne sais plus le nom. Mais je vais le mettre dans le chat. Attends. Voilà. Ah pardon, Basique Vegeta, je sais pas quand... J'ai pas vu qu'il y avait ton message. Hop, il date de quand? Attends. Oui, pardon, ton message a été... Attends, je le lis. Alors... Sur les sculptures de cette époque, on pensait d'ailleurs que les cornes de bélier étaient un symbole de puissance. Or qu'il s'agit d'une couronne d'épines, car si mes souvenirs d'histoire sont bons, le mot pour couronne d'épines et corne de bélier sont assez proches. Attends, c'est... Ah, mais attends. C'est étonnant, ce... C'est pas un message qui vient d'un autre live, du coup? C'est étonnant. Ah, par rapport à quoi tu faisais référence à ça, Basique Vegeta? Parce que j'ai l'impression que... Non, enfin, je vois pas le... Enfin, dès que tu vois, tu me dis. Ah, donc je vous ai mis en lien la vidéo YouTube pour vous puissiez voir. Mais après le live, évidemment. La fille, la relou. Donc voilà, donc scientifique. Cette attitude scientifique du philologue est assez récente puisqu'il faut attendre le 19e siècle pour voir apparaître grâce à Lachmann la critique des textes, c'est-à-dire la reconstitution des témoins perdus et le classement comparé des variantes. Il s'agit de reconstruire un texte ancien à partir de l'étude comparative de l'ensemble de la tradition manuscrite par lequel il nous est parvenu. Par rapport aux erreurs de traduction... Ah oui, d'accord, oui, tout à fait, ok, c'est bon, j'ai compris. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, Basique Vegeta. Oui, ok. Là, je resitue le truc. Tu as aussi... Alors, un truc... un exemple, je trouvais rigolo. Moïse. Et en fait, il y a eu un problème de traduction par rapport à son nom. Et dans certains textes, il a été traduit comme étant le cornu. Et parfois, tu as des représentations de lui. Enfin, c'est pas que son nom a été traduit par le cornu, c'est juste qu'il était censé avoir des sortes de rayonnements sortant de la tête, parce que voilà,
rayonnement sacré, et certains ont traduit ça par cornu. Et donc, tu as dans certaines œuvres d'art des Moïse qui sont cornus en fait. Parce que c'est un problème de traduction par rapport à ça. Ah, tu pensais à ça, d'accord. Cornu, ouais, cornu, bah oui, cornu. Bonjour, je suis Moïse. Pardon, excusez-moi. Pardon Moïse, désolé, pardon. Voilà, on est... Parcheminier, apparemment la fabricante de parchemin. Oui, ok. Ok. Bah, tout à fait, voilà, vas-y, je vais juste après. Le Moïse de Michel-Ange est assez visible pour ça. Oui, tout à fait. Tout à fait, Bah, comme ça, je vais le montrer. Effectivement, c'est l'un des plus beaux exemples, d'ailleurs. Alors, Michel-Ange, Moïse. Voilà, vous le voyez, là, il est... Moïse. Voilà. Vous voyez, là, il a ses 2 petites cordes. Voilà. Des petites... Voilà, tout à fait. Donc, puis il s'appelle comme ça, il est marqué en dessous Moïse avec des cornes. Tu vois. Voilà. Tout à fait. Ah oui, donc là, elle faisait référence donc à cet article. Karl Lachmann et sa méthode. Alors, profil intellectuel de Karl Lachmann, l'itinéraire parcouru sa méthode en rapport avec la philologie classique. Le rôle de Lachmann dans l'institutionnalisation de la germanistique, la science allemande. Communauté scientifique se reconnaissant à sa méthode de travail. D'accord. Grâce à cette méthode, les philologues se distinguaient des dilettantes et des amateurs de la discipline considérés comme des profanes, dont les travaux fleurissaient dans un climat romantique. Ok. Donc là, c'est la mise en place d'une méthode scientifique pour les philologues. Donc de nouveau, la philologie est l'étude de texte, enfin l'étude vraiment pas l'analyse de texte, mais plutôt comment le texte a évolué et la langue utilisée dans le texte. Enfin voilà, voir comment justement ça a été, on a conservé ces textes-là, comment ils ont été transmis. Donc ça c'est la philologie. Germanistique, toute une discipline pour me comprendre. Mais oui, c'est incroyable. Incroyable. Chum chumine, chum chumine, chum chum cherry. C'est genre en tête cette petite chanson dans Mary Poppins. Faut que je le revoie d'ailleurs. Malheureusement, on ne peut jamais remonter à l'original. Et oui. Bah, surtout que dans la plupart des textes latins, c'était la transmission d'idées, de philosophie faites à l'oral qui ont ensuite été transmises notamment sur pierre ou sur des tablettes aussi. Hein. Il y avait aussi des tablettes notamment de cire, on en a sur pierre, les papyrus également. Mais au terme d'une recherche qui s'apparente un peu à une enquête, on est en mesure de reconstituer ce qu'on estime être le texte original. Ça, tu te rends compte à quel point ça peut être galère, ça? Pareil, j'ai pas vu le reboot. Il faudrait que je le voie. Cette reconstitution se présente sous la forme d'un schéma qu'on appelle stemma, sorte de tableau généalogique des manuscrits, source d'une même œuvre. On distingue 2 cas de figure quand on cherche à remonter à l'original d'un texte. Ou bien, il est possible de consulter les manuscrits qui contiennent l'œuvre de l'auteur, donc une transmission directe, ou bien les manuscrits sont perdus et il faut aller à la pêche aux fragments disséminés ça et là, transmission indirecte. T'imagines à quel point ça devait être galère, ça? À titre d'illustration, examinons pour terminer le travail de l'éditeur du texte de Tite-Live. Il a pour tâche de consulter tous les manuscrits de l'auteur qui sont parvenus jusqu'à nous afin d'établir le texte qu'il estime le plus juste. Ah oui, là quand même, ce qui est assez impressionnant, ce qu'elle explique, ce que l'autrice explique, enfin là je comprends mieux pourquoi elle mettait en avant le travail de l'éditeur. Parce que c'est vrai que l'éditeur, on oublie. Nous, on a juste... quand on pense éditeur de livres, on se dit qu'il y a d'un côté l'auteur ou l'autrice, et de l'autre côté, tu as l'éditeur ou l'éditrice. Et qu'en gros, voilà, c'est un travail... bon.
Là, quand même, ce qui est mis en avant, et c'est vrai que j'ai complètement oublié cet aspect-là du métier d'éditeur et d'éditrice autrefois, c'est qu'il y a vraiment ce travail de compilation, dans certains cas, et l'éditeur peut avoir aussi ce rôle finalement de compilateur, de presque, alors je dirais pas d'auteur, mais vraiment de transcripteur, enfin de compilation. Je pense qu'il n'y a pas un terme plus efficace que ça, mais du coup, comme il va rassembler des textes, il va devoir les mettre dans un certain ordre. Enfin, tu vois à quel point ça implique d'avoir une culture, aussi d'aller à la pêche aux informations, de réunir la somme de plusieurs bouquins pour en faire un autre, ou qui va réunir les textes d'un même auteur, parce que on a parfois des textes, je vous donne par exemple, on a certains textes religieux, enfin liturgiques, chrétiens. Parfois, dedans, t'as des textes antiques. Ça arrive. Donc là, t'imagines, il doit y avoir une culture assez dingue de la part des éditeurs pour retrouver les textes et en faire une compilation, en plus dans l'ordre. Tu vois, il y a ça aussi, en fait. Il y a aussi le parti pris de dire, tiens, là, je pense qu'il vaut mieux mettre ça dans cet ordre-là, parce que ça, mais c'est un travail incroyable. Voici un manuscrit de Tite-Live du 5e siècle, conservé à la BNF, sous la Côte Montsou. Et voici on regarde le texte édité aux belles lettres. Ah. Ouais. Il n'y a pas de saut de ligne, il n'y a pas de... Quel enfer. Oui, parce que c'est pareil, j'avais oublié. En latin, il n'y a pas de ponctuation. Salut Tienou. Comment tu vas? Tu te rends compte? Il n'y a pas de... J'ai complètement oublié ça. Je me demande si... Attends, ça existe une histoire de la ponctuation? Attends. Parce que ça... Enfin... Après, je reviens sur le... Histoire de la ponctuation. Attends, je regarde vite fait sur Wikipédia. Attends, je regarde. Histoire, antiquité... Pour moi, il n'y en a pas dans le... il y a quand même point, virgule, virgule actuel. En troisième, gna gna gna, ok. Ah oui, d'accord, si. À un moment donné, on demande à quelques spécialistes, à quelques... en gros, aux responsables de la bibliothèque d'Alexandrie de trouver un système de points. Ok. Oui, parce que moi, franchement, dans les textes latins, j'en ai jamais vu. Donc c'est plus, ça apparaît plus peut-être au Moyen-Âge. Hein. Très gras, gna gna gna. L'appareil graphique. Ouais, c'était plus c'est les majuscules minuscules. Ouais, c'est plus au 8e, 9e siècle. Hein. La ponctuation. On allait à la ligne. Non, pas vraiment, regarde. Hein. Je vous laisse, ça appelle du bureau de vote. Bah oui, allez. Désespéré par avance, oui, same here. Belle soirée, ouais. Allez, oui, c'est pour la bonne cause. Allez, je te laisse voter. Je t'autorise à aller voter. Je t'y encourage même. C'est dans quelle langue ancienne qu'on peut écrire en allant de gauche à droite et droite à gauche comme ça nous vient? En langue ancienne? Égyptien hiéroglyphique. Tu peux. Je ne sais pas si tout ce qui est écriture proche orientale, comme l'écriture cunéiforme, je ne sais pas. Les langues... Quoi? Boustrophédonique? C'est quoi? C'est un vrai mot? La fille qui doute. Boustrophédonique? Non mais c'est pas une connerie. Ah non, ça paraît être une connerie. Ouais, je dis pas des conneries. Ah non, je connaissais pas ce mot. Ah si, boustrophédon. Ah mais oui, d'accord. Ah mais oui, d'accord, ok. J'ai complètement oublié ce mot.
Boustrophédonique. Oui, mais voilà, ça change d'une ligne sur deux. Alors que, ouais, si tu me diras, alors l'égyptien hiéroglyphique, tu peux changer de sens, mais on va dire que t'es dans une colonne, tu gardes le même sens, normalement. Et après, par contre, si tu fais une autre colonne, là, tu pourras changer le sens. Voilà. Boustrophédone, mais oui, d'accord, oui, du bœuf. Mais oui, oh, mais oui, ça me dit quelque chose, tout ça. Donc, il y en a en Grèce antique. Dans le reste du monde, en Gaze. Donc, le Gaze, c'est l'éthiopien ancien ou classique. D'accord. Tout ce qui est orthodoxe. L'église érythréenne orthodoxe. Érythréenne, pardon, j'ai oublié le communauté Bêta Israël. L'écriture staphaïtique. L'écriture Rapa Nui. Les tablettes Rongo de l'île de Pâques. D'accord, mais là, pour moi, le boustrophédone, pour moi, de ce que je comprends, c'est plus presque un effet de style, finalement. Parce que la langue grecque classique, c'est dans un même sens. Enfin, pour moi, non. Enfin, je me rappelle pas que... Pour moi, c'est pas c'est pas systématique dans le... Ah, voilà. Par exemple, l'écriture boustrophédone dans la Grèce antique, c'était pour la magie. Là, de ce qu'ils disent apparemment. Voilà. Mais ouais, du coup, c'est plus une... Mais vraiment, les... Et là, c'est dans un cas précis, du coup, par rapport au grec. Mais ouais, vraiment, celle où tu peux, peu importe le sens, t'as l'égyptien hiéroglyphique. Et je pense effectivement que tu as des... dans certains cas, certaines écritures d'origine sémitique. Donc sémitique par rapport à le Proche-Orient. Attends, exactement, on a langue sémitique. L'acadien, l'ougaritique. Donc plus là c'est plus la perse. Expansion, voilà. Voilà. Donc tout ce qui est langue sémitique, ça se diffuse, hop, tout ici. Donc est, central et au niveau du sud également. Voilà. Pour moi, ce sont ces langues-là. Je sais bien que j'en avais déjà parlé. Oui, tout à fait. Ouais, carrément. En tout cas, merci. C'est vrai que j'avais complètement oublié ce... Ouais, c'est cool. C'est une lecture assez logique si on ne veut pas sauter une ligne et avoir quelque chose de fluide. Ouais, mais... Après, ouais, là, en tout cas, de ce qui était... Après, il y a sûrement des choses à apporter en plus, mais ouais, c'est surtout pour les sons, en tout cas dans le grec. Mais en tout cas, normalement... Alors, comment on sait... Par exemple, en égyptien, quand c'est bien, quand ça respecte vraiment la logique, quand c'est bien fait, tu as des éléments pour savoir que tu commences la phrase. On a le you, enfin le fameux you. C'est une petite locution qui permet de dire on commence la phrase. C'est une sorte de majuscule, enfin c'est comme une majuscule concrètement parce que voilà en égyptien il n'y a pas du tout de ponctuation. Donc tu dois te démerder pour dire là, ça s'arrête là, et il y a des repères. Et pour moi, alors pareil, ça remonte à loin, parce que les cours de latin et grec, j'en ai fait, c'était J'ai commencé c'est au collège. Ouais, c'est au collège. Donc pareil, il y avait des logiques en fait. Surtout que les textes antiques, surtout dans la plupart des textes qu'on étudiait, c'était des formules qui se reproduisaient, par exemple des textes en lien avec le funéraire ou autre. Enfin, on n'étudiait pas des trucs administratifs, plus des textes. Si, un peu des textes aussi d'auteurs classiques, ouais, bon, surtout en latin. Alors... Comme l'indiquent les crochets droits, l'éditeur de Tite-Livre, Paul Jal, ne conserve pas le premier mot avec qu'on trouve pourtant dans le manuscrit. Oui, lui, il commence... il l'a quand même mentionné,
C'est marrant parce que les crochets comme ça, c'est aussi pour dire qu'on sait qu'il manque ce mot. Bon. Je pense surtout au mouvement de l'œil car dès qu'il arrive, il arrive en fin de ligne, il a juste à aller en dessous. Oui, en plus, oui, tout à fait. Ouais, carrément, il y a un côté très pratique avec le boustrophédone. J'ai arrivé. Et comme l'indique les crochets pointus, Paul Jal ajoute le mot castrac, oui, je pense plutôt on va dire, qu'on ne trouve pas dans le manuscrit. Il suit en cela la conjecture de l'éditeur Valla. C'est ce qu'il note en bas de page dans ce qu'on appelle un apparat critique. Ah oui, là. Castrac, oui. Ad Valla. Ok. Ouais, c'est un travail hyper... Ah oui, et eux, donc, ils indiquent les ajouts avec ça. C'est marrant, hein, parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est avec les crochets, justement, qu'on met les éléments manquants. Enfin, c'est comme ça que je le faisais dans ma thèse. C'est rigolo. Le travail du philologue est donc le dernier maillon dans la longue chaîne de la transmission des textes antiques jusqu'à nous. Le défi qu'il doit relever aujourd'hui se situe dans le passage de l'imprimé au numérique. Les avantages d'une édition numérique sont nombreux. Non seulement le texte lui-même peut être enrichi de commentaires, traductions multiples, annotations grammaticales, métriques, etc. Mais grâce à l'encodage TEI.xml, la Text Encoding Initiative, a pour objet de fournir des recommandations pour la création et la gestion sous forme numérique de tout type de données créées et utilisées par les chercheurs en sciences humaines, comme les sources historiques, les manuscrits, les documents d'archives, les inscriptions anciennes, etc. Longue phrase. Alors, Text Encoding Initiative, fournir des recommandations pour la création... Merci beaucoup Yann pour ton follow. Merci à toi, bienvenue. Sous forme numérique de tout type de données créées utilisées par les chercheurs. Ok, donc, ok. Et le texte et son apparat peuvent être transformés en une base de données complète consultable par le lecteur en fonction de ses besoins. Ok, donc la présentation d'un outil pratique pour les chercheurs. Or, il n'existe encore que très peu d'éditions critiques numériques qui présentent à la fois un appareil critique complexe et argumenté, s'inscrivant dans la longue tradition philologique et un jeu de données permettant l'analyse et l'interprétation. Du coup, qu'est-ce qu'il montre là? Alors, digital philologie. Donc, j'essaie de voir du coup c'est quoi. Ah d'accord, c'est un article qui parle justement de ça, d'accord. De qu'il y a peu d'éditions critiques numériques, ok. Et un jeu de données permettant l'analyse et l'interprétation. Ok, donc ça c'est l'outil justement qui est utilisé par les scientifiques pour ça, ce qu'elle évoque un peu plus tôt, la Text Encoding Initiative. Ok, donc qui est hyper utile aux philologues pour justement faire leurs recherches. Et c'est la fin de cet article qui finalement n'était pas très long et qui nous a permis de comprendre comment les textes d'antiquité sont parvenus jusqu'à nous.